Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. Ce soir, les félicitations continuent à la suite de l'élection du président de la République. Le secrétaire général de l'ONU adresse un courrier à Alassane Ouattara. Dans cette correspondance, Antonio Guterres encourage le dialogue pour la paix dans le pays. Il exprime sa disponibilité et appelle aussi à la poursuite des actions de développement en Côte d'Ivoire. Sécurisation de la présidentielle du 31 octobre dernier, le président de la République félicite les grands commandements des forces de défense et de sécurité. Alassane Ouattara a présidé aujourd'hui un conseil national de sécurité. Ils ont fait le point sur la situation sécuritaire après l'élection. 7e édition du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent, une initiative du district d'Abidjan qui a primé 40 jeunes aujourd'hui. Ils ont reçu des chèques de 5 millions de francs CFA. Le parrain, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, exhorte les lauréats au bon usage de ces fonds pour être demain parmi les futurs champions nationaux. Et puis au Burkina Faso, le dimanche 22 novembre, les électeurs convoqués aux urnes pour la présidentielle et les législatives. Au total, 13 candidats dans la course vers le palais de Kossiam. Les Burkinabés expriment leurs attentes, la sécurité, une priorité. D'abord, voyons les félicitations des Nations Unies au président de la République. Le secrétaire général de l'ONU a adressé un message à Alassane Ouattara, un communiqué lu par Jean-Marc Djadji. Monsieur le Président, je tiens à vous féliciter pour votre réélection en tant que président de la République de Côte d'Ivoire et vous souhaite plein succès dans l'exercice de votre nouveau mandat. Je suis encouragé par vos efforts visant à engager un dialogue franc, inclusif et propice à l'apaisement et à la réconciliation nationale avec les acteurs politiques du pays, y compris son Excellence M. Henri Konan Bédié, ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Votre récente rencontre, qui je l'espère, sera étendue aux autres acteurs politiques, est une initiative importante et un pas nécessaire pour la consolidation de la paix, la réconciliation nationale et la poursuite du développement économique en Côte d'Ivoire. Je saisis cette occasion pour renouveler la disponibilité des Nations Unies à accompagner la République de Côte d'Ivoire dans ses efforts visant à renforcer la démocratie, les droits de l'homme et le développement durable. Il faut ajouter à ces félicitations les messages des présidents Recep Tayyip Erdogan de Turquie et Paul Biya du Cameroun. D'abord le président de la Turquie. En mon nom propre et au nom de ma nation, je félicite votre Excellence sincèrement. À l'occasion de votre élection en tant que président de la République de Côte d'Ivoire, j'ai la conviction qu'au cours de votre nouveau mandat, les relations entre nos pays se développeront en se fortifiant avec nos efforts conjoints sur la base des intérêts de nos peuples et d'une manière qui reflète le potentiel existant. Et puis pour le chef de l'État camerounais, j'ai le plaisir de vous adresser, suite à votre réélection à la magistrature suprême de votre pays, mes vives et chaleureuses félicitations. J'y associe mes félicitations, mes vœux de succès dans l'exercice de vos hautes fonctions, ainsi que ceux de paix, de concorde et de progrès pour la nation ivoirienne. Au palais de la présidence de la République, un conseil national de sécurité tenu ce jeudi. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé la rencontre. Cette réunion a permis de faire le bilan de la sécurisation suite à l'élection présidentielle du 31 octobre dernier. Le chef de l'État a réitéré ses félicitations au grand commandement des forces de défense et de sécurité et à leurs collaborateurs pour le professionnalisme dont ils ont fait preuve dans la sécurisation du processus électoral. Les initiatives se multiplient pour accompagner les porteurs de projets en Côte d'Ivoire. L'édition 2020 du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent vient de se tenir. L'initiateur, le district d'Abidjan, a primé 40 jeunes. Ils ont reçu des chèques de 5 millions de francs CFA. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko exhorte les lauréats au bon usage de ces fonds. Mahama Traoré. Sur les 822 réceptionnés cette année, 40 ont été retenus par le jury du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur. De la part du district autonome d'Abidjan, les lauréats bénéficient chacun d'un appui financier de 5 millions de francs CFA, un appui financier non remboursable destiné à développer les projets d'entreprise des 40 jeunes entrepreneurs distingués. Nous savons qu'aujourd'hui, avec les changements climatiques, les forêts disparaissent, l'escargot commence à devenir rare. On a développé un système pour pouvoir approvisionner le marché d'escargot en tout temps et en toute saison. Ce prix vient à point nommé pour aider la jeunesse entrepreneuriale
Nous sommes vraiment heureux d'être lauréats et de bénéficier d'une subvention de l'État. Ça va nous permettre de développer nos activités et de mettre sur pied notre restauration de proximité et aider plusieurs femmes et jeunes filles à trouver de l'emploi. Généralement, on tournait de tout à autour de 2 millions par mois. Et là, avec ce chèque, on pourra augmenter la capacité de production, avoir 2 autres nouvelles machines qui vont nous permettre d'être beaucoup plus rapides et de pouvoir atteindre les 10 à 15 millions au mois. Outre le financement, les 40 lauréats vont aussi bénéficier d'un encadrement technique. Les lauréats sont ensuite soumis à des séances de formation dirigées par les professionnels et des consultants très expérimentés pour les aider à organiser, promouvoir et gérer dans les meilleures conditions leur entreprise par un suivi rigoureux et constant. C'est notre manière de contribuer à l'émergence d'un gisement de futurs capitaines de start-up appelés à devenir des capitaines d'industrie en s'appuyant sur la constance dans la générosité et dans l'effort. En sa qualité de parrain de cette 7e édition du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent, le Premier ministre Ahmed Bakayoko loue cette initiative. Là, monsieur le gouverneur, vous nous donnez la meilleure réponse après les événements que notre pays vient de vivre, où nous avons vu des jeunes manipulés, des jeunes dans la rue. La place des jeunes, c'est qu'au travail, et notre responsabilité, c'est de leur donner des opportunités de travail. Et le chef du gouvernement de prodiguer les conseils aux futurs potentiels champions nationaux. Je vous félicite d'avoir cru en vous. Pour réussir, il faut d'abord croire en soi. Il faut croire en son pays. Et il faut croire en une valeur essentielle, qui est la valeur qui permet l'émergence en tout genre et en tout lieu, c'est la valeur travail. Je vous engage à être très sérieux dans ce que vous allez entreprendre, de croire en votre destin, en vous disant que des gens qui sont aujourd'hui des référents de grands succès dans le monde ont commencé avec à peine 1 million, 2 millions. 1,4 milliard de francs CFA, c'est le montant décaissé à ce jour par le district autonome d'Abidjan pour financer les jeunes porteurs de projets d'affaires. Grâce à ce prix initié en 2014, 260 entreprises sont aujourd'hui opérationnelles pour plus de 800 emplois créés. Dans l'agenda du Premier ministre, ces 2 autres rencontres cet après-midi. Ahmed Bakayoko a échangé avec le directeur de la zone Afrique, Moyen-Orient de Veolia, une multinationale française. Le chef du gouvernement a aussi reçu Jacques Anoma, l'ancien président de la FIF et candidat à la présidence de la Confédération africaine de football. Abou Sanogo. Christophe Maké, directeur de la zone Afrique Moyen-Orient du groupe Veolia multinationale française, chef de file mondial des services collectifs, reçu par le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Ils ont discuté des 2 projets que le groupe Veolia et le groupe Pierre Fakouri Organisation font pour la Côte d'Ivoire. Le premier, c'est la construction de l'usine d'eau potable de Lamé, qui est presque en fin de construction et qui ouvrira ses portes et le premier mètre cube d'eau d'ici le premier trimestre 2021. Et le deuxième projet d'envergure sur Abidjan que nous travaillons avec le groupe PFO, c'est la réhabilitation de la décharge d'Aquedo et comment nous allons faire en sorte que cette ancienne décharge devienne un parc. Le Premier ministre a insisté sur le fait qu'il était important d'associer des groupes présents localement qui connaissent l'environnement de la Côte d'Ivoire, comme le groupe PFO, et des groupes comme Veolia, qui ont une expertise reconnue mondialement dans l'eau et dans l'environnement, que l'association de ces 2 groupes serait un beau succès pour la Côte d'Ivoire. Après le groupe Veolia, le chef du gouvernement Ahmed Bakayoko a reçu le ministre des Sports, Paulin Dao, et Jacques Anoma, ancien président de la Fédération ivoirienne de football, candidat déclaré à la présidence de la Confédération africaine de football, CAF. Il s'est agi de porter la nouvelle de cette candidature au Premier ministre Ahmed Bakayoko et solliciter le soutien de la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre nous a informé que cette candidature soutenue par la FIF bénéficie du soutien de son Excellence, Monsieur le Président de la République et du gouvernement de Côte d'Ivoire.
pour que ce compatriote qui a beaucoup apporté à la gouvernance du football et du sport en général puisse mettre ses qualités au service de la Confédération africaine de football. Le Premier ministre et le gouvernement de Côte d'Ivoire apporteront un appui institutionnel et tous les appuis nécessaires pour faire prospérer cette candidature de notre compatriote pour assurer le rayonnement de la Côte d'Ivoire. Donc je voudrais à la suite du ministre des Sports lui adresser tous mes remerciements pour l'appui qu'il m'a toujours apporté et qu'il compte apporter pour cette candidature. Et surtout qu'il nous a informé du soutien sans faille du chef de l'État et du gouvernement de Côte d'Ivoire. Donc je voudrais profiter de cette occasion pour remercier très respectueusement et très sincèrement le président de la République. Je confie cette candidature donc à tout le peuple ivoirien. Ancien président de la Fédération ivoirienne de football de 2002 à 2011, Jacques Anouma sera face à 4 autres candidats, dont le président sortant Ahmad Hamad, à l'élection à la présidence de la CAF le 12 mars 2021 au Maroc. Je vous donne à présent le contenu de ce communiqué du Conseil national de sécurité. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi 19 novembre 2020 au Palais de la Présidence de la République une réunion du Conseil national de sécurité, le CNS, sur la situation sécuritaire générale au cours des mois d'août, septembre et octobre 2020. À l'entame de cette réunion, le Premier ministre, ministre de la Défense, M. Ahmed Bakayoko, a exprimé les vives félicitations des membres du CNS au président de la République pour sa brillante réélection à la magistrature suprême de notre pays, ainsi que les remerciements des forces de défense et de sécurité pour les efforts consentis en vue du renforcement de leurs capacités opérationnelles. Abordant l'ordre du jour, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a fait observer que les 3 derniers mois ont été marqués par les troubles à l'ordre public consécutifs à l'appel à la désobéissance civile et au mot d'ordre de boycott actif lancé par certains partis de l'opposition. Ces troubles se sont traduits par des attaques contre des postes de gendarmerie et des commissariats de police dans certaines localités, des obstructions de voies par des troncs d'arbres ainsi que des conflits intercommunautaires. Ils ont occasionné plusieurs décès, de nombreux blessés et d'importants dégâts matériels. Le président de la République a exprimé sa compassion aux familles endeuillées, aux blessés ainsi qu'à tous ceux qui ont subi des dégâts matériels. Le chef de l'État a instruit le CNS afin que les enquêtes en cours soient accélérées pour situer le plus rapidement possible les responsabilités. Le président de la République a également adressé ses félicitations au Grand Commandement et à leurs collaborateurs pour l'efficacité de l'opération Barrissement de l'éléphant mise en place pour sécuriser les élections présidentielles du samedi 31 octobre 2020. Cette opération a permis la bonne tenue du scrutin et de contenir les débordements. Cette réunion du CNS a également été l'occasion d'aborder les questions relatives à la lutte contre le grand banditisme, la sécurisation des fêtes de fin d'année ainsi que la lutte contre le terrorisme. Sur ces questions, le président de la République a instruit les grands commandements de proposer dans les meilleurs délais des ordres d'opération en vue de consolider les mesures de protection des biens et des personnes sur l'ensemble du territoire. Au terme de la séance, le président de la République a réitéré ses félicitations aux forces de défense et de sécurité pour leur abnégation et leur professionnalisme. Il a par ailleurs exhorté l'ensemble des populations vivant en Côte d'Ivoire à œuvrer pour renforcer la paix et la cohésion sociale. C'est fait à Abidjan le jeudi 19 novembre 2020, le secrétaire du Conseil national de sécurité. Pour 2021, l'État prépare son budget. On retient pour la journée d'hier que le président de la République maintient sa grande attention vis-à-vis des secteurs sociaux. Le gouvernement met à la disposition des 3 secteurs clés que sont l'éducation, la santé et la lutte contre la pauvreté une somme cumulée de 1 464 milliards de francs CFA, ce qui représente 17% du budget global de l'État pour la nouvelle année. Lansine Bakayoko. 1011 milliards de francs CFA, c'est le budget accordé au ministère en charge de l'Éducation nationale par la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Plus de 77% de ces ressources sont affectées aux salaires, contre un peu moins de 5% aux constructions,
aux réhabilitations et à l'acquisition de tables-bancs, d'ordinateurs et de moyens de locomotion. Nous voulons un système éducatif performant et cela obéit à des normes. Donc nous voulons que les élèves soient assez à l'aise dans les salles de classe, que les enseignants puissent aussi faire leur travail dans de meilleures conditions. Donc c'est la raison pour laquelle l'accent sera mis sur les constructions. Kandia Camara envisage aussi de poursuivre le recrutement des enseignants afin de combler le déficit, sans oublier les mesures liées à la gratuité des kits et des manuels scolaires. Avec la massification constante des données de base, il est par ailleurs question de repenser le financement des écoles. Il y a des efforts colossaux qui sont faits par le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara. Nous comptons sur la contribution des Ivoiriens, parce que l'école, c'est l'affaire de la communauté. Au niveau du ministère de la Santé, la Commission a donné sa caution pour l'ouverture de crédits à hauteur de 415 milliards de francs CFA. En priorité, l'amélioration de l'offre de soins et surtout la riposte contre la Covid-19. Ce budget également doit nous permettre de régler ce défi qui est toujours en suspens, la lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile. En ce qui concerne le ministère en charge de la solidarité, une demi-dizaine de programmes opérationnels vont être mis en œuvre, entre autres l'assistance aux personnes en situation de détresse, la lutte contre la pauvreté avec le renforcement de l'inclusion sociale. Enveloppe prévue, 37 milliards de francs CFA. 37 milliards qui vont nous permettre au ministère de continuer les actions. Il y a les filets sociaux, il y a le projet SWED, il y a toutes les activités autour de la sensibilisation à la paix, à l'éducation à la paix, l'éducation à la citoyenneté, les dialogues intercommunautaires. Les départements ministériels en charge de la famille, de l'autonomisation de la femme, de l'environnement, de la modernisation de l'administration, du renforcement des capacités, de l'enseignement technique et de l'emploi ont tous vu leur budget également validé par la Commission des affaires économiques et financières de la Chambre basse du Parlement. Et on reste encore dans cette chambre basse du Parlement. Jean-Luc Gbangbo nous rapporte que les membres de la Commission des affaires économiques et financières ont adopté les budgets de 4 ministères, les eaux et forêts, l'assainissement, le tourisme et les sports. Troisième journée consacrée à l'examen du projet de loi de finances 2021 à l'Assemblée nationale. 4 ministres pour cette première partie de la journée venus défendre leur budget devant la Commission des affaires économiques et financières. D'abord, Alain Richard Donvaï, des eaux et forêts. Son projet de budget, estimé à 36,3 milliards de francs CFA, se décline en 4 grands axes. Nous voulons faire en sorte que l'indice de gouvernance forestière soit établi au niveau du ministère des Eaux et Forêts. Nous voulons aussi faire en sorte, pour un meilleur contrôle et un meilleur suivi du travail, dématérialiser le plus possible le contrôle et le suivi. Les ministres de l'assainissement et de la salubrité et du tourisme et des loisirs ont également levé un coin de voile sur leurs différents projets et leurs coûts. Nous avons présenté un budget d'un peu plus de 157 milliards de francs CFA à l'Assemblée nationale. Je voudrais remercier les députés pour avoir compris cette ambition du gouvernement qui est donc de continuer l'œuvre d'assainissement et de propreté de notre pays à travers le renforcement du cadre réglementaire, à travers la réalisation des infrastructures, tant à Abidjan que dans les villes de l'intérieur du pays. Au regard de la pandémie du coronavirus, nous avons formulé la requête qui a été validée et qui permettra de mettre un accent sur le tourisme domestique et le tourisme régional pour que, ayant été impactés aujourd'hui par les mouvements internationaux, nous ne subissons pas le sort que nous impose cette pandémie. Pour le renouveau du sport ivoirien ainsi que la préservation des acquis, Claude Paulin-Dao a présenté un budget qui se chiffre à 111,86 milliards de francs CFA. L'année 2021 va voir se poursuivre, grâce à l'ouverture de ces crédits, des travaux impressionnants et importants d'infrastructures sportives et d'hébergement dans le cadre de la CAN 2023. Avec l'ouverture de ces crédits, nous allons poursuivre et renforcer l'équipement
et la construction d'infrastructures sportives sur l'ensemble du territoire national. Après de longs moments d'échange, questions de compréhension et de propositions, les membres de la Commission des affaires économiques et financières ont adopté à l'unanimité les 4 projets de budget. La formation des jeunes aussi se poursuit. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, a reçu le rapport final du brevet de technicien supérieur. Ce document contient des propositions pour améliorer le diplôme de BTS. Sephora Zeki. Organiser le BTS session 2020 dans une période fortement marquée par le coronavirus, un pari réussi par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le comité d'organisation du BTS a tout de même rencontré des difficultés. Un rapport contenant des propositions pour améliorer et formaliser le diplôme du BTS est donc remis à Adama Diawara, ministre de tutelle. Le rapport, disons, reprend quelques difficultés que nous avons rencontrées dans l'organisation et quelques faiblesses que nous devrons corriger justement à l'occasion du BTS 2021, tout simplement. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Nous avons dû faire dans un contexte très délicat quelque chose et on a vu les limites et nous allons corriger. Pour le premier responsable de ce ministère, il est impératif de reformer le BTS pour répondre à l'offre de l'emploi. La réforme, pour moi, elle est nécessaire à cause d'une tare de notre système qui est archi connue, c'est l'inadéquation formation-emploi. Ce qui est de notre ressort, c'est l'adéquation formation-emploi du point de vue qualitatif. C'est-à-dire faire en sorte que le profil de formation des sortants du système soit conforme à ce qui est recherché sur le marché de l'emploi. Ça, par contre, ça c'est de notre ressort. Et c'est ce que nous, on va faire. Ce rapport révèle que sur 51 650 candidats inscrits au BTS 2020, 25 955 sont déclarés admissibles, soit un taux de 52,30% contre 58,69% en 2019. Une régression de 6,39% à rattraper la saison prochaine. On reste dans l'enseignement supérieur. L'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire et l'Université internationale de Grand Bassam lancent un projet. C'est l'initiative de partenariat universitaire, un programme du gouvernement américain visant à favoriser une nouvelle collaboration entre les universités américaines et africaines. Des explications avec Michel Digré. C'est une cérémonie qui marque une nouvelle étape du partenariat entre les universités américaines et africaines. L'Université internationale de Grand Bassam bénéficiera désormais d'un appui académique de l'Université de Géorgie, l'une des meilleures universités aux États-Unis. L'UIGB devient ainsi la première université d'Afrique francophone à entamer ce programme d'initiative de partenariat universitaire créé par les États-Unis. La première richesse d'un pays, ce sont ses ressources humaines. C'est la raison pour laquelle les États-Unis ont injecté ces 20 dernières années des millions de dollars dans les domaines de l'éducation et de la santé en Afrique. Le système éducatif américain est très développé et nous voulons le partager avec les autres pays. Le professeur Saliou Touré donne les raisons pour lesquelles les jeunes Africains doivent être bien formés. En ce début du XXIe siècle, l'Afrique est confrontée à des défis nombreux et complexes, parmi lesquels la maîtrise de sa démographie, la réhabilitation de son système éducatif, l'amélioration des conditions sanitaires de ses populations. Pour relever ces défis et maîtriser son développement humain durable, l'Afrique doit prendre des mesures vigoureuses pour former de nombreux cadres dans tous les domaines et notamment dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation. Et elle doit préparer sa jeunesse à se hisser au niveau le plus élevé dans tous ces domaines. Amorcer efficacement la problématique de la poussée démographique de la jeunesse africaine par l'éducation, c'est le challenge que veut relever l'UIGB avec l'assistance de ses partenaires américains. La 3e édition de la journée de la promotion d'excellence de l'étudiant dans le numérique, tenue aujourd'hui, c'était au sein de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire à Cocody. Une trentaine d'étudiants de licence inscrits dans 6 spécialités de la filière informatique primés une récompense pour leur performance au cours de l'année académique écoulée. Un reportage de Jean-Marc Diadji. Wilfried Kofi et Matanin Doumbia sont les grands lauréats de la journée de l'excellence à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Ces étudiants en licence 1 et 2
sont majeurs de leur promotion et récompensés pour leur brillant parcours lors de cette année académique 2019-2020. Je ne m'attendais pas à ça, donc je suis très heureux d'avoir reçu ce prix. Avec un taux de réussite de plus de 40%, le directeur de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire se dit satisfait du bilan académique et des performances du personnel enseignant. Quant à la ministre Ly Ramata Bakayoko, marraine de la cérémonie, elle a exhorté les étudiants à redoubler d'efforts et à saluer la promotion du genre à travers cette célébration de l'excellence. Cette journée met l'accent justement sur le volet qualité de la formation, parce que si on parle d'excellence de nos étudiants, c'est d'abord la qualité des enseignants, la qualité des enseignements qu'ils font, qui rejaillit ensuite sur nos étudiants. Ça va permettre d'avoir un vivier de jeunes filles qui vont pouvoir vraiment contribuer au développement de notre pays. Nous avons au niveau du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant un projet important qui a été lancé à Bengourou, appelé Usine des femmes de Côte d'Ivoire, et qui permet donc de mettre des petites unités industrielles pour les femmes, pour les amener à contribuer à l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Et ces jeunes filles pourront nous aider à former les jeunes filles pour la maintenance de ces machines que nous mettons au service de ces femmes. Au total, 36 étudiants issus de 6 spécialités de la filière informatique et sciences du numérique ont été primés. La journée d'excellence et de la promotion de l'étudiant dans le numérique, GPN, est à sa 3e édition. Avec Noël Niagno, allons dans le monde agricole. La filière coton entre dans sa 3e année de la mise en œuvre du zoning. C'est la composante stratégique de la réforme de 2012. Avant l'ouverture de la campagne 2020-2021, les principaux acteurs s'accordent sur la gestion de la période de commercialisation de ce produit. Yamoussoukro, la capitale politique, abritait il y a 7 ans l'atelier d'opérationnalisation de la réforme des filières coton en Akal. C'était à l'hôtel Le Président. 7 ans après, les principaux acteurs des filières se retrouvent de nouveau à Yamoussoukro. Pas à l'hôtel Le Président, mais au Centre d'innovation et de technologie de l'Anakal. Une expression visible et palpable d'un des acquis de cette réforme sur la période. Autre effet induit en amont, les performances au niveau de production dans les 2 filières. Au sortir de la crise en 2011, la production cotonnière était de 120 000 tonnes. La campagne dernière, nous avons terminé avec 490 000 tonnes. Au sortir donc de la crise, nous étions à 380 000 tonnes de noix brutes de cajou. La campagne en cours, nous allons terminer à 850 000 tonnes. Le secteur de la transformation n'est pas en reste. 2013-2014, avec seulement 6 à 8 unités qui étaient à la base de la création de notre association. Et aujourd'hui, il y a quand même 25 unités qui en sont membres, avec une capacité de transformation installée de près de 200 000 tonnes. Beaucoup a été fait. Le bémol sur ce tableau, la qualité de production et la faiblesse de la productivité. Au niveau du coton, nous sommes à 1,2 tonne de rendement à l'hectare. Nous ambitionnons d'atteindre 1,5 tonne. Lorsque nous arrivons à l'Anakar, nous sommes en dessous de 600 kg à l'hectare. C'est pas énorme. Soulignons également les handicaps dans le secteur de la transformation. L'État a fait beaucoup d'efforts, mais force est de constater que le problème reste et que la transformation n'a pas bougé tel que souhaité. La capacité d'accès au financement qui pose problème vu que les usines sont exploitées à moins de 40% de leur capacité. Et du coup, même si vous avez 200 000 tonnes installées, que vous êtes à 30% de capacité de financement, vous restez en dessous des 100 000 tonnes, ce qui est quand même dommage vu que les gens ont investi dans un outil de production qui devrait, à mon avis, être exploité plus que ça. Marquer une halte, passer au crible tous ces impacts positifs et négatifs pour mieux appréhender le futur des filières, coton à la CAD. Voilà le sens de ce conclave de Yamoussoukro. Les sachants, producteurs, économistes et experts se donnent 72 heures pour positionner durablement les dites filières et leur permettre de jouer leur rôle dans l'économie régionale et nationale. 7 commissions vont servir de laboratoire, 3 par filière et une commission juridique. Il s'agira de visiter la production, la commercialisation interne et externe, la transformation et autres. Le monde agricole, qui est également impacté par la crise sanitaire, reste aussi mobilisé, comme tous les secteurs, pour mettre fin à la Covid-19.
Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jeudi 38 nouveaux cas de Covid-19, 17 guéris et pas de décès. À la date du 19 novembre, la Côte d'Ivoire compte donc 21 083 cas confirmés, dont 20 729 personnes guéries, 129 décès et 225 cas actifs. La pandémie de Covid-19 au menu du sommet européen de ce jeudi. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne échangent par visioconférence pour tenter de mieux coordonner la réponse à l'épidémie. Mais les négociations sur le budget européen seront aussi sur la table et un accord préliminaire conclu pour augmenter de 47 milliards d'euros sur les 2 prochaines années l'aide structurelle aux régions face à la pandémie. Mais le versement de ces fonds reste suspendu au plan de relance et au budget pluriannuel européen, pour l'heure bloqué, paralysé par un veto de la Hongrie et de la Pologne. Ici en Côte d'Ivoire, je vous emmène dans le quartier Sojefia à Koumassi. Des travaux de bitumage des voiries en cours. Ce jeudi dans la matinée, les ministres Amédée Kouakou et Claude Isakdé étaient dans la commune pour évaluer le chantier. Francis Boifo. Circulation fluide sur plusieurs artères de la commune de Koumassi. Ces images contrastent avec celles du passé, selon le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, en visite de travail au quartier Sojefia. Les véhicules de transport arrivaient difficilement ici à Koumassi. Vous savez, le maire a entrepris beaucoup de travaux, notamment avec l'appui du chef de l'État. Il y a beaucoup de voies qui ont été réhabilitées, mais il reste encore beaucoup à faire. Ici, nous sommes dans le quartier Sojefia. Aucune voie bitumée. Et le maire a entrepris donc de réhabiliter ce quartier. Donc nous sommes venus ce matin pour voir un peu les travaux qu'il y a à faire, de sorte à ce que nous puissions faire des propositions au gouvernement. Il est prévu la construction d'une voie principale menant au quartier Sojefia. La mairie de Koumassi a entamé des travaux provisoires. Nous allons attendre que leur conseil et leur assistance nous soient apportés de sorte à ce que ces travaux puissent se poursuivre et être achevés. Tout ce qu'ils vont faire pour nous ici, ils viendront voir que tout profite aux populations. Nous souhaitons tous apporter, que ce soit ceux qui sont avec nous aujourd'hui, mais ceux qui sont aussi loin, l'appui au maire de Koumassi. Mais ça dépend aussi de vous, population de Koumassi, vous encourage à être ensemble. Et vous dire que ce soit pour les jeunes ou les femmes, et même les populations, les hommes qui sont sans emploi, les programmes qui vont venir vont demander à ce qu'on continue à marcher main dans la main. Depuis 2 ans, Koumassi est en chantier et la commune a désormais fière allure. La présidente du Conseil national des droits de l'homme échange avec l'ambassadeur d'Espagne au centre de la rencontre. Le point de la situation des droits de l'homme dans le pays, le CNDH indique que la Côte d'Ivoire reste attachée à ses valeurs. Issa Tchonayo. L'ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire, Ricardo López Aranda, au Conseil national des droits de l'homme, CNDH. Le diplomate est venu échanger avec la présidente de cette institution sur la situation sociopolitique et la question des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est consciente de l'importance des droits de l'homme et l'Espagne aussi, que nous avons identifié des aspects d'intérêt commun, notamment les droits des femmes, la lutte contre la violence faite aux femmes, la lutte contre le travail des enfants, les droits politiques en général. Et c'est des aspects sur lesquels nous pouvons travailler ensemble et nous pouvons trouver des mécanismes conjoints avec lesquels approfondir dans notre coopération. Nous avons fait le tour d'horizon sur la situation sociopolitique dans notre pays. Vous savez, le respect des droits de l'homme, c'est une quête permanente et c'est chacun qui doit retrousser ses manches pour faire du respect des droits de chacun une réalité. Nous avons partagé avec son Excellence des pistes d'appui qu'il pouvait nous apporter et Excellence nous a rassurés de ce qu'il ferait de son mieux avec son gouvernement, en tout cas, pour que le mandat du Conseil soit déroulé dans les meilleures conditions. La présidente du CNDH, Namizata Sangaré, a réitéré la volonté de son institution à poursuivre ses efforts afin de continuer à promouvoir les droits de l'homme en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur de France, lui, a échangé avec le directeur exécutif du RHDP. Les 2 personnalités ont évoqué la situation politique, notamment le dialogue entre les acteurs politiques pour favoriser un climat apaisé. Mahama Traoré.
La France salue le dialogue renoué récemment entre les principaux leaders politiques ivoiriens. Mieux, elle encourage cette initiative d'apaisement. Un sujet largement débattu lors de la rencontre entre l'ambassadeur de la République française en Côte d'Ivoire et la direction exécutive du RHDP, représentée par Adama Bictogo et la ministre Anne-Désirée Oloto. On a eu cette parenthèse de la période électorale, des élections. Cette parenthèse est maintenant derrière nous. Et maintenant, on va de l'avant. On va travailler ensemble avec les Ivoiriens. Vous avez vu le message du président Macron, président Ouattara. C'est un message de félicitations. Et c'est aussi un message d'espoir, d'appel au dialogue, d'encourager les Ivoiriens à se parler. À ce message du diplomate français, le directeur exécutif du RHDP accorde un écho favorable. Le président a été réélu et le thème de sa campagne, c'était la Côte d'Ivoire solidaire. Nous, le RHDP, nous voulons être la force motrice de la mise en œuvre de son projet de société dans lequel donc le dialogue, la communication, la Côte d'Ivoire solidaire, le rassemblement de tous les Ivoiriens autour d'un idéal. L'idéal, c'est le développement, c'est la stabilité, c'est la paix. Cette démarche de l'ambassadeur de la République française en Côte d'Ivoire vise à favoriser l'apaisement et la décrispation de l'atmosphère sociopolitique. Dans le reste de l'actualité Burkina Faso présidentielle, Abdoulaye Soma, candidat du Soleil d'avenir en lice, les femmes ont aussi le mot à dire dans la course au fauteuil présidentiel. Monique Yelikam porte les couleurs du mouvement pour la renaissance de Burkina Faso. Ils sont à la conquête des électeurs. Sidonie Davila Keri Adama, envoyés spéciaux. Il est novice en politique. Il a 41 ans. Abdoulaye Soma, juriste constitutionnaliste, est candidat indépendant à la présidentielle 2020 au Burkina Faso. Le 22 novembre prochain, le candidat fondateur du Soleil d'avenir ira défendre les couleurs de son mouvement. Son engagement est l'amélioration des conditions de vie des populations burkinabées. Pour les jeunes, vous êtes en train de chercher du travail. On va créer le travail. Alors, comment on va créer le travail? Dans mon programme, là, il y a 15 mesures. Je vais expliquer une seule qui concerne la création de travail. Quand j'ai le pouvoir, je prends 2 milliards seulement par an. Chaque année, 2 milliards. Dans les 2 milliards, là, je donne 1 million à chaque personne qui a pu trouver une idée de travail qui peut employer 5 personnes. Par exemple, tu veux faire un restaurant, si ça peut travailler à 5 personnes, 1 million. Maman veut fabriquer le savon pour vendre 1 million. Elle veut faire de l'huile pour vendre, elle peut travailler avec 5 personnes, 1 million. Donc il faut voir, avec 2 milliards là, je peux donner 1 million à combien de personnes par an? 2000 personnes. Chaque personne travaille avec 5 personnes, ça fait 10 000 emplois par an. Quand je fais 5 ans là, c'est 50 000 emplois. Seule contre 12, Monique Yelikam est l'unique femme parmi les 13 candidats à se battre pour obtenir les clés du palais présidentiel de Kosiam. Dans les marchés, comme dans les ménages, la proximité et le porte-à-porte sont ses armes pour convaincre. Mes priorités, par ici, madame. Par ici. La création d'une chambre des sages qui va faire la médiation pour négocier la paix intérieure et la paix extérieure. Deuxième priorité, la refonte de notre système éducatif afin de mettre en œuvre des programmes d'enseignement pratiques qui créent des compétences réelles et de la richesse pour le Burkina Faso. Et c'est cela notre combat. La candidate de 47 ans, Monique Yelikam, est entrepreneur, également directrice générale d'une société d'assurance au Burkina Faso. On reste avec nos envoyés spéciaux au Burkina Faso, les Burkinabés convoqués aux urnes le dimanche. Les populations expriment leurs attentes. La sécurité d'abord. Le processus électoral entre dans sa dernière ligne droite au Burkina Faso avec la campagne présidentielle. Sur le terrain, c'est la chasse aux électeurs pour les 13 candidats. Les populations, elles, savent déjà ce qui attend celui qui va présider aux destinées du pays des hommes intègres. On espère du président pour que d'ici 2021, qu'on finisse le problème de sécurité au Burkina ici, quoi. Voilà, si le futur président peut nous aider, en tout cas, ça serait bien. N'importe quel candidat qui prend, veut une stabilité, que les attentats soient très loin de nous, stop quoi.
Ces 5 dernières années, les attaques terroristes se sont multipliées au Burkina Faso. La dernière en date est survenue le mercredi 10 novembre avec 14 militaires tués. Pour les citoyens, la question sécuritaire doit être la priorité des priorités. Le futur président du Burkina Faso, vraiment, on attend de lui qu'il prenne à bras le corps le problème de la sécurité. Que tout Burkinabé puisse aller et revenir partout où il voudra, sans problème. Le nord, c'est vraiment l'insécurité totale. Il y a plusieurs villages qui sont inoccupés pour problème de sécurité. Voilà, il y a plusieurs déplacés qui sont présentement au centre-ville Ouaga ici. Donc vraiment, c'est un problème crucial pour nous Burkinabés. Les femmes le pensent aussi. Sans de sécurité, tout, ni palabre, ni rien. Si elle appelle, il y a tout. Que Dieu nous aide. L'insécurité est une menace pour l'investissement et pour le développement. Outre la sécurité, enjeu majeur de ce scrutin, plusieurs autres défis économiques attendent le nouveau locataire du palais de Koussiam à Ouagadougou. Voilà qui m'a terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 23h Marine Koné. En demain 20h, Marie-Laure Ngoran. Ce soir, le sage dit que quand tu n'as envoyé personne à la pêche, tu ne présentes pas ton panier au moment du partage du poisson.